Vous regardez Niwad Info, bonsoir et merci de nous rejoindre pour votre émission. Niwad Soir, Mamadou Diouf, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Charlotte. Vous êtes éditorialiste et avec vous, on va décrypter une actualité du Mali. L'ex-rébellion exige la libération de 10 de ces hommes interpellés par l'armée malienne lors d'une opération dans le nord-est du pays, démontant qu'ils soient des terroristes. D'abord, c'est quoi le mouvement de l'Azawad, CMA? En fait, la CMA, c'est un regroupement de plusieurs mouvements qui d'abord étaient des mouvements Touareg, mais finalement qui ont intégré également d'autres mouvements qui, pendant un temps, ont réclamé l'indépendance de l'Azawad. L'Azawad, c'est un domaine où se trouvent les Touaregs qui touchent même à l'Algérie, raison pour laquelle l'Algérie même est très intéressée par cette question, parce que vous avez également des Touaregs au niveau du sud de l'Algérie, et l'Algérie est très regardante pour que ce mouvement ne vienne pas concerner l'Algérie. Ce n'est pas en Algérie seulement qu'il y a des Touaregs, vous en avez également au Niger, etc. C'est quelque chose de très surveillé, puisque si on va dans le sens de créer ce que j'appellerais un État Touareg, comme ils veulent le faire, ils risquent de traverser très facilement les frontières. Mais à partir de 2015, avec l'appui de l'Algérie, des accords avaient été signés. Une partie des Touaregs, la CMA en fait partie, avait déposé la revendication concernant l'indépendance. Il y a d'autres qui continuaient à le revendiquer, mais réclamaient une décentralisation avec une certaine autonomie pour cette partie du Mali. Malheureusement, ces accords signés depuis 2015 n'ont jamais été respectés totalement, remis en cause de temps en temps, soit par le pouvoir, soit par la société civile malienne, par l'opposition malienne, par le pouvoir malien, par les Touaregs. Actuellement, tout le monde est d'accord que ces accords sont caducs, puisque tout le monde les remet en cause. Il faut s'asseoir à nouveau pour trouver certainement d'autres accords. Malheureusement, pendant la même période, la relation entre l'État malien et les mouvements Touaregs se détériore, et ces arrestations sont un signe de cette détérioration. Les groupes de rébellion sont très actifs dans le nord du Mali, mais de façon générale, quelle est leur histoire? Si on veut aller dans cette histoire, on va retourner à l'indépendance du Mali, puisque les mouvements Touaregs ont eu plusieurs fois à se rebeller contre le pouvoir central. D'ailleurs, même aujourd'hui, on parle beaucoup plus des groupes armés terroristes qui sont dans cette zone, mais on oublie que la déstabilisation de cette zone nord du Mali avait commencé par les Touaregs. C'est eux qui avaient chassé d'abord l'armée malienne avant que ces groupes terroristes ne viennent chasser ces Touaregs, bien qu'entre les deux même il y a un mélange, parce que dans les groupes terroristes également vous avez des Touaregs, et des rapports ont montré de façon extrêmement claire que parfois il y a des liens entre eux. Pour donner un exemple, Iyad Al-Ghali, qui est considéré aujourd'hui comme un des leaders de ces groupes terroristes armés, en particulier du GSIM, Iyad Al-Ghali a été dans la rébellion Touareg, avant de se retrouver dans cette rébellion avec les groupes armés terroristes, pour dire que la frontière n'est pas trop nette, et ça crée après des problèmes, aussi bien pour l'État malien, puisque la CMA doit pouvoir être un partenaire, puisqu'on a signé des accords d'Alger avec. Les groupes armés terroristes ne le sont pas encore, il n'y a aucun accord qui a été signé avec, même si le principe d'une négociation justement, où en est-on là. avec cet accord de paix d'Alger? L'accord de paix doit être renégocié. L'Algérie a recommencé actuellement en voyant que la situation se dégrade. L'Algérie s'est présentée à nouveau comme une structure, comme un pays qui va faire de la médiation pour que on s'asseye à nouveau autour de ces accords. Ces accords n'ont jamais été faits comme il se doit, puisque c'est l'éternel problème. À chaque fois qu'il y a rébellion, c'est le système DDR. Il faut désarmer les populations, et à la fin, il faut pouvoir réinsérer ces populations. Il s'est posé un énorme problème parce que les troupes Touareg étaient des troupes extrêmement nombreuses. Les intégrer dans l'armée n'était pas facile. Il se pose également un problème de confiance, puisque, comme je le disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que les Touaregs se rebellent contre le pouvoir malien. Et à chaque fois qu'ils se sont rebellés contre le pouvoir malien, il y a des Touaregs qui étaient dans l'armée malienne qui sont allés rejoindre le mouvement. Donc l'armée malienne également ne veut pas se retrouver encore en situation difficile avec en son sein des gens qui peuvent du jour au lendemain redevenir des adversaires en ayant des informations de l'armée. Il y a l'éternel problème également qui se pose quand on veut faire la réinsertion. Vous avez des gens qui veulent intégrer l'armée sur la base du grade qu'ils ont dans le groupe
dans lequel ils se trouvent, alors que ça n'a rien à voir avec la hiérarchie militaire de façon générale. Plus le fait que, jusqu'à aujourd'hui, ces groupes voient d'un très mauvais œil la présence de l'armée malienne dans cette zone de l'Azawad de façon générale. Menaka, par exemple. Tout récemment, quand un avion militaire a survolé la zone, ils ont contesté pour dire que c'est vrai, on parle toujours des accords d'Alger, mais de plus en plus, la relation va plus vers le conflit qu'autre chose. Certains même ont commencé à demander à ce que l'armée malienne attaque ces gens-là. Quand vous lisez certains articles, mais vous vous rendez compte qu'il ne reste pas grand-chose des accords d'Alger. Suite à ces arrestations lors d'une patrouille du FAMA, les forces armées maliennes, le mouvement de l'Azawad rejette la qualification de terroriste et propose aux forces armées maliennes un règlement à l'amiable. Est-ce que c'est envisageable? Ben, la position même a changé. Quand il y a eu l'arrestation, l'armée malienne a déclaré avoir arrêté 10 terroristes. 10 terroristes. Ils ont fait un communiqué en bonne et due forme où ils démentent que ce sont des terroristes en disant que c'est des membres de la CMA. Ce ne sont pas des terroristes. Et dans ce communiqué, effectivement, ils disaient qu'ils sont disposés. Vous le disiez tantôt qu'il y a une sorte de confusion entre terroristes, groupes membres du CMA dans la zone et comment... Oui, mais quels sont les éléments l'armée malienne doit pouvoir faire la part des choses parce que la CMA dit que ceux qui ont été arrêtés, ils ont été arrêtés alors qu'ils avaient des ordres de mission qui montrent qu'ils étaient bel et bien des éléments de CMA. Ils ne se contentent pas de ça, ils disent qu'ils ont été arrêtés, ils ont été dépouillés. Et il y a même d'autres populations dans la zone qui ont été dépouillées par l'armée malienne, accompagnées par ce qu'eux, ils considèrent comme étant les mercenaires russes, ce que le Mali ne veut pas entendre, ceux de Wagner. Donc, vous voyez que la posture a été très claire dès le départ. Ils ont demandé à qu'ils soient libérés. Dans un deuxième temps, ils ont fait un communiqué où ils publient même le nom des personnes qui ont été arrêtées. Le communiqué commence par la liste des noms pour montrer que c'est des gens qui font partie d'eux. Et là, ils prennent à témoin l'opinion nationale et l'opinion internationale en disant que carrément, il faut qu'on les libère. Sinon, eux, ils sont prêts à prendre d'autres dispositions. Mais ce qui veut dire que la posture même a changé entre les deux positions. La disposition au dialogue est encore là, mais c'est comme si on est prêt également à chercher une autre voie pour résoudre ce problème. Et ces arrestations peuvent encore rendre plus tendue la tension actuelle? Mais ça ajoute à la tension, ça complique la médiation algérienne. Puisque quand on va les appeler à la table de négociation, certainement, ils vont faire de cette libération une condition avant de venir à la table de discussion, ce qui va encore retarder ces discussions, voire même les compliquer. Il ne faut pas qu'on oublie qu'on est dans un espace extrêmement difficile au niveau du Mali, que le Mali ne parvient pas encore à dominer, pour deux raisons. La première raison, vous y avez les groupes armés terroristes bien implantés, qui se battent même entre eux pour être celui qui occupe le plus grand espace. Ces groupes armés se sont battus contre les Touaregs. Le Mali est un vaste territoire. Voilà, les Touaregs même se sont souvent plaints que l'armée les a laissés se battre contre ces groupes. Et quand ils posaient ces problèmes de l'accord d'Alger, ils avaient posé ce problème. Ils étaient même allés très loin dans une de leurs revendications en disant, mais c'est comme si on dit que c'est eux qui disent qu'ils ne font pas partie du Mali, mais quand ils se sont battus contre les groupes armés terroristes, il y a eu plusieurs morts lors d'un des combats. Pourquoi le Mali n'a pas décrété des journées de deuil, alors que quand il y a des morts dans d'autres localités, on décrète des journées de deuil, etc. Pour dire que la relation n'est pas facile du tout. Ici, ajoute ce que vous avez dit, mais le Mali, c'est un énorme territoire. L'armée malienne n'est pas en mesure d'occuper tout ce territoire. Comme on le dit, on ne peut pas mettre un militaire malien à chaque mètre sur le territoire du Mali. Et ça fait que dans cette zone, ce n'est pas l'armée qui gère véritablement les choses, ce qui rend la tâche difficile à l'armée malienne. Pour revenir à Bamako, il y a un projet de référendum en vue, voulu par le président colonel Assimi Goïta. Est-ce que c'est un scrutin qui va se tenir? Le projet a été reporté. Et ça pose un énorme problème. Puisque dans le timing, il y avait le référendum qui était le point de départ. On devait aboutir à l'élection
présidentielle qui devait mettre fin à la transition. À la transition. En principe, c'est dans 10 mois. Mais le fait que le référendum n'a pas eu lieu à la date prévue n'est pas lié jusqu'à présent. Le fait que ce référendum ait été rejeté par une association, un regroupement d'associations, d'imams qui ont dit carrément niet. Il y a d'autres structures qui l'ont refusé. Mais il y a la situation aujourd'hui avec la CMA. Mais s'il faut organiser un référendum, je ne suis pas sûr que ce référendum a des chances de pouvoir s'organiser dans de bonnes conditions. Mais ça pose un autre problème. Ne pas organiser le référendum, c'est à nouveau prolonger la transition. Ce qui va poser un énorme problème parce que même avec la CEDEAO, tout comme avec les autres organismes internationaux, les choses avaient été très claires. Il n'y aura pas une seconde prolongation et les partis politiques maliens à qui on ne donne plus la possibilité de s'exprimer comme il se doit sont en train d'avoir raison parce qu'ils avaient dit que tout ce qui se fait, c'est pour que les choses ne se fassent pas à temps pour qu'on se retrouve encore dans une obligation de prolonger la transition. Malheureusement, les faits risquent de leur donner raison. Et le colonel Assimi Goïta a-t-il des chances de sauver son référendum malgré les oppositions? Mais je me dis qu'il est dans la négociation parce que si vous regardez la télévision malienne, on montre des pans de la population malienne à qui on va présenter le référendum. On n'est plus dans la première procédure qui consistait à dire on fait le référendum à telle date. Ils ont senti que l'opposition était extrêmement forte et que il risque un échec, comme le président Kais Saied de la Tunisie, d'avoir un référendum où on a dit oui, mais si c'est 5% ou 10% des Maliens qui ont voté pour dire oui, mais ça sera un véritable échec. Parce que quand on parle de refondation d'un pays, on le fait avec tout le monde. On ne peut pas le faire avec 10% de la population. Merci beaucoup, Mamadou Diouf, d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes éditorialiste. Merci à vous également de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Néo d'Info.